Le 12e chapitre, la rencontre. Fin août 1962, j'ai 20 ans et 3 mois. Cela fait 1 an que mon père s'est envolé de notre paysage. Et la source des larmes a commencé à se tarir. La télévision est entrée dans le salon. Il n'y a qu'une seule chaîne. Mais on regarde tout. Même Titi et Bonomé. Mais oui, parce que le dimanche, ça aide à garder les pieds dans un bassin d'eau salée pour les dégonfler. Car il souffre le martyre sur des talons aiguilles durant une 20aine de rocs en enfilade. Il me reste 1 année à bosser pour devenir prof, mais je m'accroche. Je m'accroche car ma mère voudrait que je l'aide à continuer les affaires de mon père. Mais je sens que c'est une mauvaise idée. Il vaudrait mieux trouver un acquéreur car maman s'est fait un peu rouler dans la farine. Elle est devenue très belle suite à son veuvage. Elle a minci, elle a pris de l'assurance, elle a appris les bases de l'anglais. Elle est devenue blonde et s'est rendue en Angleterre très souvent pour ses affaires. Elle passe de la morosité à l'exaltation et un simple coup de fil la met de bonne humeur. Elle aime séduire, c'est en elle. Elle s'est mise à faire des tout petits pas sur ses talons aiguilles qu'elle s'oblige à porter tous les jours. Et quand elle s'assied, elle croise les jambes plus haut. Eh bien, ça lui donne un charme incontestable. D'utiliser ainsi sa personnalité de femme-enfant qui maintenant est canalisée par un cerveau qui sait ce qu'il veut. Je découvre une fois de plus une nouvelle femme. Elle ressemble étrangement à Michel Morgan. Et à ses côtés, les hommes se tortillent et ils font des rondes jambes. Elle adore cela et elle en redemande. Et je la comprends. Mais oui, je la comprends parce que cette femme est en train de prendre sa revanche sur la vie. Elle n'a pas eu de jeunesse, on le sait. Et une vie de mère imposée qu'elle a essayé d'évincer. Et puis une vie de femme soumise à l'ombre d'un chêne. Et là, elle est belle, elle a de l'argent. Et elle vient de s'acheter un petit cabriolet Floride de couleur blanche, avec un hardtop rouge. Je suis verte de jalousie. Moi, je vais avoir une nouvelle de chevaux de couleur beige. Fin août 1961, c'est dimanche après-midi. Ma copine Renée et moi, eh bien, nous nous ennuyons un petit peu. Demain, c'est la rentrée. Alors, on décide d'aller boire un Vichy Célestin pour se remettre des excès de la veille. Le lieu est envahi par 2 sortes de populations. Il y a comme nous ceux qui viennent récupérer pour sortir d'un état nauséeux, et alors il y a les partisans de l'apéro de midi qui sont toujours sur place et qui mettent une bruyante ambiance festive. Devant le bar, il y a un attroupement autour d'un mec qui tient le crachoir et qui manipule son auditoire comme un chef d'orchestre. La force de sa personnalité déclenche des rires et des silences à sa convenance. Il les tient en haleine, il donne le tempo. Qu'est-ce qu'il est drôle! On s'approche et je dissèque la bête. Style Lino Ventura, trapu, pas grand, 1,77 m à vue de nez, mais visage lumineux d'intelligence. Prestance à toute épreuve. Carapace préhistorique, santé de fer, yeux narquois et pétillants qui finissent par m'apercevoir. Il s'arrête de parler quelques secondes et son boulier compteur se met en route dans sa tête. Il m'envoie un clin d'œil. Il vient de trouver une partenaire de jeu et moi aussi. Ma copine Renée se met à minauder. Oh, surtout ne pas entrer dans la surenchère. Il faut jouer l'indifférence, dérouler le moulinet, redonner un petit coup sec pour ferrer la bête, relâcher le moulinet, attendre que l'animal soit au bout de ses ressources et lui offrir une épuisette qui ne manifeste aucune malignité. Bingo! 15-0. Il regarde l'heure sur la montre de l'ami qui l'accompagne. Ami que je serais incapable de décrire parce que le faisceau de mon projecteur n'allait pas jusque-là. Oh là là, dit-il, il est temps de reprendre la route. Et c'est comme cela qu'on apprend qu'ils sont collègues dans une boîte à Anvers. Ils sont locataires, ou plus exactement, le bavard squatte l'appartement du plus taiseux. Et en plus, le taiseux lui sert de chauffeur, car le bavard veut rester libre et une bagnole, eh bien,
Ça crée des obligations. La messe est dite. Tout le programme psychologique de l'individu est contenu dans ces 4 lignes. Jouir de ce qui se présente et ne pas s'engager. Inscrire cela dans mon cerveau avec des lettres en relief pour me rappeler qu'on ne change pas les gens. Mais hélas, la connaissance ne s'acquiert que par l'expérience et le reste n'est que de l'information. Mais à l'époque, je ne sais pas encore cela. En me serrant la main, il me donne une carte de visite où beaucoup de choses sont inscrites. Et il me dit avec un sourire prometteur au coin de la bouche, « Si ça vous dit, c'est à vous de voir. On me transmettra votre message. » Match nul. Mais qu'est-ce qu'il croit, ce mufle? Que je vais lui tomber toute chaude dans son lit? Non, 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 non. Mettre en stand-by, laisser venir, attendre, attendre, attendre. Mon statut avait très vite été défini, car lors de cette première rencontre, à la question « Que faites-vous dans la vie ?» on avait répondu « Nous sommes étudiantes. » Ah bon? Et quelle faculté? Eh bien, nous faisons un graduat en arts plastiques. Ah ah! Alors vous êtes écolière. Gloups! Gloups! Avec le recul, je peux dire maintenant que c'est lui qui m'a fait connaître les valeurs du monde universitaire. C'est-à-dire la dérision, l'anticonformisme, le désembourgeoisement, la liberté de penser, l'affirmation de ses propres valeurs, oser monter aux barricades pour défendre une idée, boire des chopes et encore des chopes, et rester debout des heures dans des lieux bondés pour faire partie du monde en marche. Ce fut un carnaval permanent durant quelques mois. Chaque week-end, il m'emmenait dans un autre univers, avec d'autres gens, d'autres milieux. Il connaissait tout le monde. Et tout le monde l'adorait. Il me présentait un peu comme une figure de proue, c'est-à-dire une fille qui pense, qui a des idées, qui ose les exprimer, une féministe quoi. Mais son regard en disait long sur ce qui se passait dans sa tête. Parce que ça le rendait joyeux d'imaginer sa revanche le jour où il utiliserait son puissant membre viril infatigable pour mettre KO toutes ces idées réformatrices que je défendais avec acharnement. Un pur macho de la préhistoire. Eh bien ça mon ami, c'est pas demain la veille. 30-30. On assistait à pas mal de mariages car beaucoup de ses amis se rangeaient. Et lui, malgré ses 30 ans, avait encore beaucoup de mal à voir dans le mariage un quelconque avantage. Et c'est son frère aîné qui a débloqué la situation en trouvant la bonne argumentation pour le convaincre. Frérot, avec celle-là, tu ne t'ennuieras pas. Bingo. Petite anecdote pour terminer mon chapitre. Quelques semaines après la première rencontre, nous avons été invités, René et moi, à une boum à Anvers. Les 2 amis souhaitaient revoir les 2 amis. Et pour la circonstance, j'avais supplié ma mère de me prêter sa Floride. Je voulais en imposer. Ce fut long et laborieux et lié à une foule de recommandations. Le jour arriva où ma mère m'accompagna devant la maison pour voir comment je me débrouillais avec son jouet. Ok. Et puis je me dis ok, elle met ses mains dans ses poches, ok ça va, ok elle se détend, ok je peux y aller. Arrivée chez René, je suis surprise de la voir en peignoir de bain et les cheveux encore mouillés. Mais là on a juste le temps de faire la route, lui dis-je. Ah mais je suis prête dans 10 minutes, me dit-elle. Oui, 10 minutes qui ont duré 1 heure. Et qui m'ont mis les nerfs en plâtre et la colère accrochée aux amygdales. Bref, on démarre, et les vitesses grincent, je maltraite un peu le jouet de ma mère, et je fonce sur la première autoroute de Belgique, Bruxelles-Anvers. Mais c'est du velours, la route est lisse, il n'y a pas de secousse, il y a peu de circulation. Alors j'appuie sur le champignon et je me fais un shoot à l'adrénaline. Et des petites lumières rouges sont là très loin, très loin, vraiment très loin. Et en 1 seconde, elles sont devant moi sur le capot et je les emboutis violemment. Oh! Catastrophe. Renée est projetée en avant sous le capot, elle est enroulée sur elle-même comme un escargot. Les 2 bouteilles de champagne ont explosé. Et je crois que le toit de la voiture s'est envolé car il pleut à l'intérieur de la voiture. Non, c'est le champagne qui goûte. Dû au choc, mon chignon s'est démantibulé.
J'ai rien compris. Puis s'en suivent toutes les procédures policières et lors de mon interrogatoire dans la camionnette de service, on m'a permis de donner un coup de fil à une personne de ma connaissance qui accepterait de venir me chercher. Car la voiture était en sinistre total et il y en avait 12 autres derrière moi en sinistre total également. Ben oui, on fait les choses ou on ne les fait pas, quoi. Ouais. Et c'est seulement 2 heures après que j'ai vu arriver ma 2 chevaux conduite par ma mère bouffie de chagrin. Elle était passée à côté des 14 bagnoles sinistrées garées le long de la route et n'avait rien vu tant elle pleurait. Alors une fois arrivée à Anvers, elle est sortie de sa léthargie et a refait la route dans l'autre sens. Et là, elle nous a vus de loin sur l'autre bande. Il n'y avait plus que René et moi. Nous grelottions de froid. Les autres avaient été rapatriés depuis déjà très longtemps. Alors ce qui m'a permis d'accéder à l'impunité, c'est que 1 mois plus tard, elle s'est fait emboutir l'arrière de la bagnole par le tram. Merci la vie.